Parfait. Donc, Eric, bienvenue. Bienvenue ici. Bienvenue sur mon espace enseignant tennis, donc au cœur de la communauté des enseignants tennis. Ravi de te recevoir. Comme je te disais en off, là, je trouve que tu as autant de vent qu'ici à Toulouse, mais toi, tu es bien loin. Mhm. Tout à fait, oui. Donc, je suis pas, c'est pas le vent d'OTAN ici. C'est plutôt les vents des Caraïbes, puisque je suis dans une petite île des Caraïbes qui s'appelle Nevis, qui fait partie en fait, c'est une fédération de deux îles, Saint-Christophe et Nevis. Et D'accord. donc, je suis sur cette petite île à Nevis. On va refaire le fil de ta vie sportive, ou en tout cas d'enseignant de tennis, de coach de tennis, pour savoir pourquoi tu en es arrivé à être sur cette île-là. Et je pense que ça va être intéressant. Et au fil Mhm. de notre discussion, on va s'arrêter sur des moments de vie que tu as eu, des expériences qui peuvent être enrichissantes pour les enseignants qui vont nous écouter. Donc, si on repart D'accord. au tout début de ta vie d'enseignant, comment ça démarre? Déjà, même peut-être en tant que jeune, le tennis pour toi. Oui, eh bien, déjà avant enseignant, on peut parler de ma vie de joueur qui a été très modeste. Je vais être un petit peu le anti-héros par rapport aux autres, aux autres intervenants parce que bon, je suis pas deuxième série, je ne suis pas diplômé d'État et je n'entraîne pas les joueurs de haut niveau. D'accord? Et malgré ça, bon, je suis enseignant et ça fait 35 ans que je travaille dans les hôtels de luxe et les clubs de luxe à travers le monde. Donc, ça, on y reviendra. Mais donc, en tant que joueur, j'ai commencé à 14 ans. J'étais à Perpignan, voilà, joueur de loisirs. Ensuite, bon, de 14 à 18 ans, bon, j'étais plus intéressé par les booms. Je sais Ouais. pas si, bon, peut-être pas ton époque, mais l'époque de Sophie Marceau, la boom, bon, voilà, c'était mon époque d'adolescent. Donc, voilà, j'étais plus intéressé par les booms que par les tournois. Et donc, enfin, voilà, j'ai joué le joueur loisir. Mais après mes études universitaires et après l'armée, pareil, à l'époque, on faisait le service Ouais. militaire. Donc, je te parle Ouais. de 35 ans, 40 ans. Et donc, après l'armée, je me demandais un petit peu dans quelle branche je voulais m'orienter. Je savais que j'aimais voyager. Et donc, j'ai eu la chance d'être en contact avec une personne qui m'a introduit au Club Med. Mm. Et donc, étant donné que j'avais un petit niveau de tennis, mais qui était suffisant, et j'avais un bon relationnel et Mm. un bon jeu de démonstration. Bon, à l'époque, j'étais à 15-4. Je me suis présenté au Club Med et ils m'ont pris. Et donc, j'ai fait 5 saisons au Club Med, à Pompadour, en Tunisie, en Grèce, aux Baléares et, quoi d'autre? Et aux Bahamas. Aux Bahamas, en fait, c'était un des sites les plus importants pour moi pour la suite Mm. de mon parcours professionnel. Puisque ça m'a permis en fait aux Bahamas de me lancer de me plonger dans la zone américaine, donc de parler américain, enfin de parler anglais. Puisqu'avant ça, je parlais bon, j'avais de l'anglais scolaire. Mm. Et puis quand je me suis retrouvé aux Bahamas sur le terrain et enfin à parler 90% du temps en anglais, bon, au départ ça donnait un petit peu mal à la tête. Ouais. Mais après, donc, ça va, ça s'est déroulé. Puis, voilà, donc ça m'a beaucoup aidé pour la suite parce qu'en fait, donc, je voulais rester dans les voyages, mais Club Med, c'est bien pour un certain temps, pour la jeunesse, pour voyager, pour faire des bonnes expériences. Et en fait, ça a éveillé un petit peu ma vocation en tant qu'enseignant aussi. Et donc, je trouvais Là, que ça serait sympa de... à ce moment-là, quand tu fais Oui, le Club Med, donc du coup, c'est après l'université, tu me dis, ça, oui. t'as pas en tête déjà d'être enseignant. C'est juste que tu veux te faire un job étudiant, entre guillemets, ou tu veux voyager tout en donnant des cours. Mais t'as pas l'idée d'être prof de tennis. Exactement, exactement. En fait, à l'époque, quand j'ai arrêté l'université, je voulais prendre un sac à dos et faire Ouais. le tour du monde, comme ça. Et en fait, donc, l'armée m'a pris d'abord, ils m'ont dit, bon, il faut d'abord faire le service militaire. Et au service militaire, à travers ça, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a introduit au Club Med. Et il m'a dit, bon, tu joues un petit peu au tennis, tu peux peut-être faire du tennis, tu peux être géotennis.
Et donc, voilà, et en faisant mes premiers pas sur le terrain de tennis en tant qu'enseignant, bon, le Club Med nous a formé un petit peu quand même, Oui. mais ensuite, j'ai trouvé que c'était super intéressant, non seulement d'être en tenue de sport toute la journée Oui. au lieu de porter un costard-cravate qui m'allait pas du tout, et donc, voilà, et puis de voyager à travers le monde. Et Mm. donc, c'est ce qui m'a donné l'envie donc de continuer dans les voyages et dans le tennis surtout. Et donc, pour le déroulement, en fait, ensuite, ce que j'ai fait, dès que j'ai commencé à prendre le tennis un peu plus sérieusement, j'ai alterné 2 saisons de Club Med avec des saisons de tournois. Mm. D'accord? J'étais allé à Paris pendant quelques mois et donc là, j'étais passé à 15-2. Mm. D'accord? Ensuite, je suis redescendu l'année où j'ai fait le Club Med et je suis remonté à 15-1. Mm. D'accord? En faisant d'autres tournois à travers la France. Et puis, quand j'ai arrêté le Club Med et que j'ai commencé à enfin, dire, OK, bon, je veux me préparer pour le DE, enfin pour le brevet d'État. Ouais. Donc, je suis allé au club de Revel et j'ai eu la chance qu'ils me prennent en tant que, bon, à l'époque, c'était une sorte de service civique. Donc, j'ai pu enseigner en tant que donc, enseignant. Donc, j'ai pu être salarié. Mais en étant donc en suivant les cours au CREPS les cours du brevet d'État, le tronc commun, Ouais. d'accord? Et en même temps, donc je m'entraînais au Stade Toulousain pour être un meilleur joueur, pour faire les tournois. Et donc j'ai fait ça pendant 1 an. Et puis en fait, l'appel du large a pris le dessus encore une fois. Et étant donné que j'avais quelques connexions encore aux États-Unis, et je suis tombé sur une annonce professionnelle donc une compagnie qui recherchait des profs de tennis pour leur club et pour leurs hôtels à travers le monde. Mm. Et donc là, j'ai les yeux qui ont flashé complètement. Mm. Et bon, j'aurais sûrement pu attendre de continuer, afin de terminer mon BE Ouais. et donc ensuite de prendre mais j'ai sauté sur l'occasion de suite et donc voilà, j'ai dit au club d'Arrevel que bon, la saison prochaine, je serai plus là. Et puis donc j'ai passé les interviews, enfin le recrutement, la procédure de recrutement pour cette compagnie qui s'appelle PBI, donc Peter Bawash International. Mm. Et donc j'ai été pris, j'étais le premier Français. Et puis après, il y a d'autres Français qui sont arrivés. Et puis voilà, ça fait donc j'ai été recruté en 90, dans les années 90. Et voilà, et puis j'ai pas tourné la page. Je suis toujours je suis toujours dans cette compagnie à faire le tour du monde et travailler dans les hôtels et les clubs voilà, les jolis clubs à travers le monde. Énorme. Et du coup, c'est toujours la même compagnie depuis 30 ans. C'est toujours la compagnie, c'est toujours PBI. Donc, c'est une compagnie qui a été créée en 1975. Donc, ils viennent de fêter 50 ans dans le business, ce qui est déjà quand même une performance parce que Ouais. il y a beaucoup de compagnies qui se sont formées à l'époque et beaucoup de compagnies qui se forment maintenant, enfin, voilà, au quotidien. Et donc, c'est bon, c'est facile un petit peu de rentrer de rentrer je sais pas, dans le business, mais c'est plus difficile d'y rester. Mm. Mm. Et donc, c'était bien de pouvoir être soutenu par cette compagnie, d'avoir pu traverser les crises en Ouais. 2008, en 2000, bon, enfin, toutes sortes de crises, que ce soit financières, économiques, des crises aussi, bon, quand tu travailles dans un hôtel, dans une petite île, par exemple, l'hôtel où je travaille en ce moment, ils étaient fermés pendant 2 ans en 2013 ou en 2014, je pense, à cause d'un ouragan. Mm. Et donc, bon, le prof qui était là-bas, enfin qui était ici à l'époque, la compagnie a pu relocaliser dans un autre club. Donc, il y a une structure, il y a un soutien qui est quand même, qui Ouais. te donne une certaine sécurité d'emploi, qui est agréable et pour moi, j'ai pu assouvir mes deux passions de voyage Mm. et d'enseignement. Voilà. J'ai deux questions qui me viennent et on va les traiter dans cet ordre-là. On va Oui. traiter dans l'ordre du fait que, vu que tu as voyagé, tu as dû voir
des pratiques enseignantes ou pédagogiques différentes suivant les pays, ou organisationnelles, ou même de comment on vit le tennis dans différents pays. Et deuxième question, ça sera sur la vie que tu as actuellement, du coup, finalement. Est-ce que ça bouge régulièrement? Quelles sont les missions que tu enfin, quels sont le public que tu peux avoir? Quelles sont les choses que tu as à faire, etc. Donc, première question, première sous-partie, j'ai envie de dire. Donc, tu as vu, tu voyagé beaucoup grâce à ça. Est-ce que de ça, du coup, tu en as tiré, je pense que oui, évidemment, mais des échanges d'un point de vue pédagogique et d'enseignement ou de concepts d'enseignement qui peuvent être intéressants d'entendre pour les enseignants. Pas obligé de les appliquer, mais en tout cas, des choses qui sont pertinentes d'entendre pour les enseignants qui nous écoutent. Bien. OK. Au niveau des concepts d'enseignement, en fait, PBI, PBI, applique certains concepts en fait, qui sont rassemblés dans le livre Tennis for Life, en français le tennis pour la vie. Hmm. Et donc, c'est un livre qui est accessible à tout le monde. C'est un livre qu'on trouve en librairie, enfin, à Amazon, etc., etc. Et en fait, ça contient la méthode d'enseignement, ou en tous les cas, les concepts d'enseignement qu'on utilise, qu'on applique dans PBI. D'accord? Donc, pour moi, en fait, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment aimé être dans PBI, c'est-à-dire que d'entrée, j'ai été accroché par ces concepts. J'ai trouvé qu'ils étaient super simples, super efficaces sur le terrain, à tous les niveaux, avec toutes les cultures, que ce soit aux Bahamas, à Hong Kong, à Hmm. Singapour ou Hmm. en Autriche, peu importe. Voilà, donc un joueur de tennis, voilà, on est Hmm. tous les mêmes sur le terrain. On essaye d'accomplir certaines tâches qui sont bon, les mêmes. D'accord? Les cultures sont différentes, bien sûr, quand tu parles un japonais et quand tu parles un allemand un américain. Mais au niveau des concepts, au niveau des tâches à accomplir, c'est les mêmes. Et c'est là que j'ai trouvé que c'était passionnant par rapport à l'enseignement, c'est-à-dire de trouver des concepts qui sont applicables. En fait, c'est pas une méthode standard, c'est pas une démarche on dit, OK, numéro un, numéro 2, numéro 3. En fait, un petit peu, c'est comme une palette de couleurs tu veux faire une peinture. Hmm. Tu as une dizaine, une quinzaine de couleurs primaires. Et avec ces couleurs primaires, chacun fait son tableau. D'accord? Donc, c'est un petit peu, c'est la même chose avec les concepts de PBI. Il y a une quinzaine de concepts primaires. Et ensuite, bon, c'est un petit peu la colonne vertébrale. Et ensuite, tu as les muscles, tu as, des concepts qui sont secondaires, des points clés, qui viennent compléter ces concepts primaires. Et donc, j'ai eu la chance, en fait, donc, de pouvoir étudier, de pouvoir pratiquer ces concepts, mais aussi de pouvoir les étudier, de pouvoir les approfondir directement avec l'auteur de ces Hmm. concepts, donc Peter Hmm. Uberwash, donc, avec lequel j'ai travaillé pendant 30 ans. Bon, Peter Uberwash est décédé en 2021. Mais donc jusqu'à 2021, c'est quelqu'un qui a toujours été très proche de ses enseignants. On avait des conférences annuelles, plus des rapports, enfin des communications mensuelles à travers la compagnie, pour justement pour essayer d'être sur la même page au niveau de la régularité, enfin au niveau de la consistance et de l'enseignement de ces concepts. Ah, c'est Voilà, parce que top. c'est facile en fait de partir d'un concept et puis d'ajouter un petit peu sa sauce. Ouais, Et ouais. en fait, c'est ce qui se passe quand un joueur prend le livre. Hop, tu prends le livre, bon, il y a des choses qui te parlent et puis bon, tu les mets un petit peu à ta sauce. C'est un petit peu la même chose avec les entraîneurs. Bon, c'est pas des concepts qui sont privés et confidentiels. D'ailleurs, il y a des entraîneurs présents, enfin, qui maintenant d'aujourd'hui qui utilisent ces concepts, qui sont inspirés, qui Bien. copient, enfin, ou qui, en tous les cas, qui sont inspirés par ces concepts, mais qui les mettent à leur sauce, qui les interprètent. Mais par contre, dans PBI, dans PBI, on essaye à travers la communication qu'on a entre les pros, de rester le plus proche possible de la source, de la source, enfin, de la compréhension ou du message que voulait passer Peter Burwash à travers ces concepts. Ah, c'est top, c'est top. D'ailleurs, je mettrai sous Mm. le lien de cette vidéo, là, je mettrai le lien justement vers le livre parce que je pense encore une fois que ça peut être une ressource
très intéressante pour les enseignants qui nous écoutent. Et au final, Mhm. combien vous êtes d'enseignants dans le groupe au final? Alors, à l'époque, parce qu'en fait, bon, jusqu'à 2021, PBI était une compagnie un petit peu familiale, Mhm. d'accord, donc on était quand même une centaine de pros. Donc 100 profs, 100 entraîneurs. À l'époque, on avait une soixantaine de contrats à travers le monde. Donc, dans les hôtels, on travaille avec les hôtels de luxe, Four Seasons, Hyatt, Ritz-Carlton, Marriott, etc. Et on travaille aussi avec des grands clubs privés. Mhm. Euh, bon, des grands clubs privés. Bon, les noms, c'est bon, l'American Club Mhm. à Hong Kong, à Singapour, le Tokyo Lawn Tennis Club au Japon. Donc, c'est des grands clubs privés. Et donc, on en avait une soixantaine. En fait, bon, Peter Burwash, quand il a vu, bon, il est décédé à 77 ans. Il est resté très actif pendant très longtemps. Mais quand il a vu sa santé se détériorer, il a commencé à passer les rênes. Mhm. Et en fait, à un moment donné, il y a une grosse compagnie qui s'appelle Troon. Et Troon, c'est une compagnie de golf management. Et donc, donc Troon, ils font la même chose que nous, mais dans le golf, mais à une échelle beaucoup plus importante. Ils ont, je crois, 1500 parcours, enfin, clubs de Ouais. golf à travers le monde. Et donc, ça les intéressait de se lancer dans le tennis. Et donc, Troon a acheté PBI. Mhm. Donc, ils ont acheté Peter Burwash. Ils ont acheté aussi un de nos concurrents. Alors, c'est intéressant parce que maintenant, on était en fait en concurrent avec Cliff Drysdale, Cliff Drysdale Tennis. Donc, pendant plusieurs années, on était concurrents et maintenant, on travaille ensemble. Donc, voilà, en fait, notre slogan, c'est deux marques, mais une seule expérience. Ouais. Ah, c'est top. Mais, et donc, en fait, oui, 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 enfin, donc c'est un petit peu c'est le business, c'est la nature du Ouais. business. Mais pour en revenir à ta question, en fait, on était une soixantaine, on était une centaine de pros avec travaillant dans une soixantaine de contrats. Et donc Troon a une façon de travailler qui est différente. Et donc on est un petit peu dans une phase de restructuration. On travaille différemment avec les hôtels et même avec les entraîneurs. Et donc maintenant, bon, entre les deux compagnies, on est à peu près la même chose, c'est-à-dire une centaine de profs avec Mhm. une soixantaine de clubs, mais partagés entre PBI et Cliff Drysdale. D'accord. Donc, Et donc voilà. au final, ça va suivre la même démarche ou la même optique que pour le golf et du coup, ça va s'étendre ou pas? Ben, oui, on s'étend. Pour l'instant, c'est plutôt aux États-Unis. Ouais. Trône est très fort. Enfin, ils sont assez présents aux États-Unis. En fait, on a laissé tomber un petit peu les petits sites de Mhm. PBI parce que, bon, en fait, à l'époque, et bon, c'est ce qui m'a plu aussi dans PBI, mais bon, il faut que le business se fasse. Pendant très longtemps, on a vécu donc en recherchant même les hôtels. Bon, d'être ici, j'étais à Bora Bora, au Four Seasons à Bora Bora. Donc, c'est une super expérience au niveau des profs, Mhm. mais bon, au niveau financier, c'est pas trop. Il vaut mieux être dans un club à New York où tu fais 8 heures par jour, bon, où tu as un volume de leçons qui est régulier, que, bon, toutes les semaines, voilà, c'est l'usine, quoi. Mais Mhm. après, bon, au niveau de la qualité de vie, c'est quand même autre chose. Mhm. Et donc, Peter Burwash, quand il a fondé sa compagnie, c'était en fait plus pour donner une qualité de vie, pour sortir les pros des grosses villes et leur dire, bon, allez au soleil, allez dans les îles, allez faites des expériences un petit peu plus exotiques. Bon, même si bon, j'ai travaillé à Tokyo pendant 6 ans, bon, c'est une grosse ville, mais c'est quand même, ça reste exotique, quoi. Je veux dire, tu Ouais. te retrouves dans la culture japonaise, bon, c'est quelque chose de différent. Mhm. Et donc PBI a toujours recherché plutôt l'expérience professionnelle pour les enseignants, tout en fournissant quand même la qualité de service dans les hôtels, justement dans ces petites îles ou dans ces endroits qui étaient peut-être pas aussi exposés à une qualité d'enseignant. Donc PBI a envoyé ses profs de tennis justement dans ces endroits-là
pour non seulement pour la continuité, enfin pour la qualité de l'enseignement, mais Ouais. aussi pour la qualité de vie des enseignants. Ah oui, ok. Ouais, Voilà. c'était très très altruiste ou très gentil de la part du fondateur de pouvoir faire ça pour les X enseignants dans leur vie. C'était, Mais j'adore. Mm. honnêtement, oui, c'est sympa. Écoute, bon, après, ça ne correspond pas à tout le monde, Tout à fait. mais Tout à fait. Mm. bon, quand tu arrives à vivre de ta passion, c'est-à-dire de vivre en voyageant et en vivant dans des endroits qui sont quand même assez sympas, Mm. et en ayant le choix de bouger, en fait, parce que bon, si au bout d'un certain temps tu veux bouger, bon, c'est compréhensible. Donc tu demandes à PBI, ok, quels sont les sites que, en fait, on tourne. Quand il y a un prof qui part d'un endroit, un Ouais, autre va prendre place, et puis voilà. Donc on tourne. Donc il y a quand même une continuité dans les sites puisqu'on travaille. On travaille tous à travers les mêmes, à partir des mêmes enseignements, des mêmes standards d'enseignement, mais donc ça permet d'avoir plusieurs expériences professionnelles et personnelles. je comprends. Et donc là, Voilà. ça nous fait basculer sur la deuxième question, c'est ta vie actuellement. Comment ça s'organise Mhm. justement? C'est des semaines de 30 heures, 35 heures, c'est des semaines de 20 heures, 25 heures, je sais pas. Tu as les cours, tu sais avec qui tu travailles, comment ça fonctionne? Donc là, en ce moment, je suis un resort, c'est-à-dire dans un hôtel. Hmm, Et donc, dans un hôtel, je travaille avec des clients de passage. hmm, D'accord, donc je travaille aussi un petit peu avec les locaux, enfin, hmm, parce que c'est une petite île où il y a quand même pas mal, la vie est agréable, donc il y a pas mal de retraités hmm, qui vivent ici, surtout l'hiver. Mais bon, le plus gros de la clientèle, en fait, ce sont les touristes qui restent dans l'hôtel. Donc, je les ai pendant une semaine ou 2 semaines maximum. D'accord? Donc, ça, la grosse partie de mon travail. hmm, Mais j'ai la chance aussi de pouvoir travailler en continu avec l'équipe des moins de 12 ans, 14 ans et 16 ans, l'équipe nationale hmm, de Saint Kitts et Nevis. Donc ça, c'est sympa parce que je les vois plus régulièrement et hmm, donc je les vois pas tous les jours. C'est pas donc pour moi, c'est pas un programme. C'est pas, je suis pas le prof, l'entraîneur. Je suis plus un intervenant, un hmm, consultant plutôt que l'entraîneur quotidien. Mais ils viennent quand même une ou deux fois par semaine et donc voilà, je les suis, je leur donne les lignes de travail. hmm. Mais après, bon, au niveau de l'enseignement, pour moi, c'est plutôt de l'enseignement à courte durée. Je vois. Hmm, Euh, donc, pour les horaires, c'est si personne te réserve dans la journée, ben, tu restes à l'hôtel et tu essaies de faire ton travail de commercial ouais, et tu essaies de faire venir les gens. Et si les gens, s'il y a beaucoup de demandes, eh bien, il faut gérer les réservations. Il faut faire en sorte que tout le monde soit content, voilà, donc d'un côté, tu crées la demande s'il y en a pas. Et de l'autre, quand il y a beaucoup de demandes, tu la gères et voilà, tu fais ton business comme une épicerie, voilà. mais alors, du coup, si tu ne veux pas travailler et que tu ne travailles pas, t'es pas payé. Donc, il faut que c'est à toi de te bouger pour avoir les personnes ou tu as un salaire minimum. Ok, alors bon, déjà c'est intéressant parce que je sais je savais qu'on allait venir à ce genre, voilà, parce Mhm. qu'en fait quand j'ai passé pas mal de temps à essayer donc de recruter des enseignants français, d'accord? Ils t'ont demandé Et ça directement. voilà, ils me demandent, ok, donc combien d'heures par semaine et combien je touche, quel est mon taux horaire? Alors je Tu vois dis bon. on est bien formaté en France, hein. Non, mais bon, c'est aussi c'est la demande des clubs. Voilà, les clubs Oui. vous disent, bon, vous allez travailler 25 heures ou 30 heures, le reste c'est en indif, et Ouais. vous allez toucher tant par heure. Pour nous, c'est un petit peu, donc on est un gérant. En fait, PBI te donne la gestion des installations. OK? PBI t'es commercial, mais en fait, t'es patron de ton club, quoi. Hmm. T'es patron de ton business. Ouais, ouais. Donc, bon, enfin, quand je te dis patron, c'est-à-dire que tu es responsable de faire marcher ton activité. Hmm. D'accord? Donc, tu dis, si tu travailles pas, bon, c'est ton problème.
mais ça devient vite aussi le problème de l'hôtel qui dit, bon, il y a un prof ici, il fait rien, quoi. Ouais, ouais, Donc l'IA va dire, OK, qu'est-ce que tu fais dans la journée? S'il y a personne, qu'est-ce que tu fais pour trouver des gens, quoi? Est-ce qu'il y a hum, personne dans l'hôtel? Est-ce qu'il y a personne sur l'île? Est-ce qu'il y a aucun potentiel? Donc, hum, s'il n'y a aucun potentiel, bon, à ce moment-là, on dit à l'hôtel, bon, désolé, on a essayé, ben, il y a rien à faire. Mais généralement, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours, bon, et surtout dans les hôtels où on est, bon, la clientèle, c'est pas la clientèle de haut niveau au niveau tennis, mais oui, c'est quand même la clientèle au niveau enfin, au niveau financier, quoi. oui, oui, Puisque dans l'hôtel où je suis, les chambres sont minimum 1000 € pour la nuit. Ça commence à 1000 € et ça va jusqu'à 15 000 €. hum, D'accord? Donc, quand tu as des familles qui restent une semaine ou 2 semaines dans ce genre de club, voilà, donc, ou dans ce genre hum. d'endroit, et ça, c'est juste pour la chambre. Ensuite, bon, tu payes pour les repas, pour les leçons, pour les massages, enfin, etc., etc. Donc, c'est pas le genre d'endroit où si tu viens passer des vacances, c'est pas le genre d'endroit où tu vas compter. Enfin, c'est pas ce genre de Oui, oui, clientèle. oui, évidemment. Et là, par Donc, contre, ces personnes-là, elles payent à l'hôtel et après l'hôtel redonne à PBI ou c'est directement à toi et donc PBI? Donc là, c'est un petit peu, c'est un petit peu confidentiel dans la mesure où c'est la manière dont on travaille. Mais bon, ce que je peux te dire, c'est que bon, tous les contrats sont différents, hein, selon les pays, selon Ouais. les clubs et les resorts. Mais en règle générale, je dirais en règle générale, l'hôtel te donne un salaire de base, Hum, d'accord? Et ensuite une commission sur ton revenu. hum, hum. D'accord? Et cette commission, en fait, enfin, tu fais un revenu et à la fin du mois, ce revenu est partagé entre l'hôtel, entre PBI et toi. Ok. Voilà, donc, Après, oui. l'hôtel te fournit, ça dépend des endroits, mais généralement, il te donne un salaire de base. Ensuite, bon, généralement, tu as droit à un repas à la cantine des employés. Parfois, si tu as de la chance, tu es nourri, logé. Mais sinon, l'hôtel ou les clubs, parfois, te donnent comment ça s'appelle, une allocation pour Ah ton oui. logement. Hum, Donc ça, en fait, c'est le contrat PBI. Bon, c'est le but d'un PBI, pour PBI et pour les clubs, c'est quand même que l'enseignant soit à l'aise, hum, qu'il soit pas sous pression au niveau financier, qu'il se plaise, qu'il fasse un bon travail, qu'il soit récompensé pour son travail, d'accord? Mais qu'il soit aussi motivé, c'est-à-dire que bon, il faut aller chercher le travail. Il faut pas avoir peur de faire 10 heures si t'as 10 heures dans la journée, ben tu fais tes 10 heures. Ça arrive de faire 10 heures surtout dans les hôtels comme ici. Bon, pendant les vacances de Noël, pendant toutes les vacances scolaires, en fait, oui. il y a beaucoup de monde. Et donc, généralement, même PBI envoie un deuxième ou un troisième ou même un quatrième prof. Donc là, pour les vacances de Noël, on était quatre. Pour les vacances de février, on était trois. Hum. Pour les vacances de Pâques, on va être trois ou quatre encore. Donc voilà, on a juste le business. Et donc, on fait un chiffre d'affaires. On essaie de faire le plus gros chiffre d'affaires possible. Et ensuite, on se partage le gâteau, quoi. On se Je partage vois. le gâteau. Mais tu as dit quelque chose qui me parle beaucoup, qui m'est très important, et je le dis souvent sur les interviews que je fais, c'est la méritocratie. Donc, si on veut évoluer, si on veut avancer et si on veut être meilleur, il faut se bouger le cul. Si on est récompensé pour ça, ça me va très bien. Mhm. Et donc, du coup, combien ça te représente en ce moment d'heures terrain? Ben, dans les hôtels, encore une fois, il y a beaucoup de hauts et de bas. Hmm. D'accord? Euh, Pendant les vacances, en fait, il faut faire son business quand il y a, ben, quand t'as le potentiel, Ouais, ouais. quand l'hôtel est plein pendant les vacances. Bon, le taux horaire est quand même assez élevé puisqu'on Ouais. charge, ben, une leçon de tennis en privé, c'est 150 €, 150 $. Hmm. D'accord? Donc ça, c'est en privé. Ensuite, ça monte vite. S'il y a deux personnes si tu fais une leçon demi-privée, pardon, c'est à Hmm. 180. Hmm. Et souvent, en fait, c'est deux personnes, ou parfois c'est la famille, ou parfois c'est des amis. Donc tu te retrouves à trois ou quatre personnes, et là, ça monte très vite à 200 ou 250 $ de l'heure. Ouais. Et ensuite, tu fais bien sûr des leçons aussi, des leçons de groupe. Tu fais ce qu'ils appellent des cliniques. Hmm. D'accord? Et les cliniques,
si tu as deux terrains et que tu as quatre personnes, ça te fait huit personnes, ou parfois, bon, ça peut monter jusqu'à 10. Tu charges 65 euros par personne, ça te fait quand même 650 euros Oui, pour l'heure. Bon, ensuite, bon, l'heure passe vite. Les gens viennent ici, viennent pour faire, en fait, pour trouver des partenaires, pour se faire plaisir, pour taper dans la balle. Donc, pas non plus besoin d'être derrière chacun et de leur montrer oui, oui, les oui. prises, etc., etc. Ouais, Donc, il y a une certaine approche de l'enseignement qui est plus basée sur le loisir, sur l'activité physique, sur le jeu. Et ouais, ensuite, bon, si tu peux trouver un truc à dire à chacun pour faire, voilà, pour travailler leur jeu. Mais ensuite, bon, ensuite, ils veulent travailler leur jeu avec le prof, ils prennent une leçon privée, et là, tu peux rentrer plus dans les détails. je vois, je Voilà. vois. Donc oui, donc là, Et évidemment, les semaines, elles sont bien chargées en période de vacances, de ce que je comprends. Et par contre, des semaines où c'est pas les vacances, tu composes avec soit les locaux, soit certaines personnes qui sont là. Mais là, du coup, le volume horaire sur la semaine est quand même bien réduit. Voilà, exactement. Mm, Voilà. Mais donc, si tu fais, par exemple, tu peux faire 8 à 10 heures par jour pendant 2 semaines. mm, Donc, sur 2 semaines, tu vas faire quand même une centaine d'heures, mm, d'accord, sur 2 semaines. Donc, si tu fais 100 heures sur 2 semaines et que la semaine d'après, tu fais qu'une dizaine d'heures ou mm. bon, une vingtaine d'heures, d'accord, voilà, ça te fait quand même, dans le mois, ça te fait 120 heures. Et donc, tu as fait quand même un volume qui est assez Oui, intéressant. bien sûr, bien Donc sûr. voilà, Oui, euh, et ensuite bon, tu étais bien content de faire un break aussi. Tu es bien content quand ça monte et tu es oui, bien content quand ça descend. Donc, mais dans les clubs, c'est très différent. Donc, quand je travaillais dans les clubs, dans un club à Hong Kong et à Tokyo, là, c'est une clientèle qui revient. Chaque semaine, tu as les mêmes joueurs, tu as les mêmes groupes, tu as les mêmes. Et donc là, bon, les tarifs sont moins élevés, quoique bon, ça monte vite aussi. mm, Mais au niveau professionnel, au niveau financier, bon, tu as beaucoup plus de travail. Au niveau financier, tu fais plus d'argent, mais la qualité de vie, quand même, tu passes tes journées à courir, quoi. Je veux dire, ouais, oui. voilà, c'est assez usant, quoi. T'enchaînes. C'est assez usant. Et là, en parlant de choses usantes, le fait de bouger, de voyager, toi, tu as dû trouver ton rythme justement en 30 ans. Combien de fois, enfin, tous les combien tu bouges par exemple? Est-ce que tu te dis je reste sur cette destination pendant 2 ans, 3 ans, après je change? Comment ça bouge pour toi? Mais bon, chacun a des situations personnelles. Pour moi, si tu veux, bon, j'ai commencé mon premier site, mon premier contrat, c'était aux Bahamas, dans un hôtel aux Bahamas. J'y suis resté 2 ans. Après 2 ans, j'ai dit, bon, j'aimerais voyager. En plus, j'étais tout seul, d'obligation au niveau Hum, familial. Donc, j'ai demandé à PBI s'il y avait d'autres endroits et je voulais aller en Asie. Donc, ils m'ont dit, il y a un site à Macao. Donc, je suis allé à Macao. J'y suis resté 2 ans, 2 ans et demi. Après Macao, pareil, j'ai dit, bon, j'aimerais bien changer. Donc, il m'a envoyé en Thaïlande. Et en fait, en Thaïlande, j'étais prof de tennis, enfin, ou directeur du centre de tennis, hum, mais j'étais aussi directeur des loisirs et du spa. Parce que c'était un hôtel, ils avaient que 2 terrains de tennis. Et ils m'ont dit, enfin, ils ont demandé à PBI si le directeur du tennis ou voilà, le chef du département de tennis pouvait aussi couvrir donc le gym, enfin, la salle de gym et les massages. Donc, enfin, c'est pas moi qui faisais les J'allais te massages, le dire, mais c'est j'étais. toi qui passais. Voilà, non, c'est pas moi qui faisais les massages. Mais donc, en fait, l'hôtel, le PBI a pris le contrat. L'hôtel m'a formé pendant 3 4 mois en tant que directeur de spa, d'accord? Et donc, ensuite, je suis resté donc 2 ans et demi aussi en Thaïlande. Et donc, j'ai recruté le personnel de massage, j'ai recruté le personnel les personal trainers Hum, pour la salle de gym et pour s'occuper des enfants aussi. Voilà, donc c'était une expérience différente, mais donc j'ai fait ça pendant 2 ans et demi, 3 ans. Après ça, je suis parti à Singapour pendant 2 ans et demi aussi. hum, Et donc, et ensuite, je suis parti après 2 ans et demi. Donc, si tu veux, tant que j'étais célibataire,
Oui. Je suis resté à peu près 2 ans et demi dans les endroits et après j'ai demandé à bouger. Et ensuite, je suis parti à Maurice, à l'île Maurice, et là, j'ai rencontré ma femme, ma première femme. Et donc, je suis resté 6 ans à Maurice. Hum, 6 ans à Maurice, j'ai eu 2 enfants, et donc tu vis une vie normale. hum, Et puis avec ma femme et ma famille, on a décidé au lieu de rester à Maurice, on a dit, bon, tant que les enfants sont jeunes, on peut voyager. Donc, on a pris toute la famille, on a pris nos valises et on est parti au Japon. Et au Japon, j'y suis resté aussi 6 ans. Voilà, 6 ans dans un club au Japon, à Tokyo. Mes enfants étaient à l'école, au lycée français de Tokyo. Et là, bon, je peux dire un grand merci au gouvernement français ou enfin aux Français parce qu'en fait, bon, tu sais, les lycées en France, pardon, les lycées internationaux, hum, bon, que ce soit Hong Kong, Japon, ils sont quand même très, très chers. hum, Ça va dans les 2 000 à 3 000 dollars ou euros par mois, hum. par enfant. Mais grâce aux allocations ou Oui. aux bourses, et donc les bourses par rapport au salaire que tu fais. Et donc, même si je gagnais bien ma vie, bon, si j'avais dû payer 3 000 ou 2 000 euros par enfant Ah, pour les mettre au lycée français, voilà, ça n'aurait pas été. Donc, bon, les bourses m'ont aidé à rester quand même 6 ans à Tokyo. Et après, je suis parti à Hong Kong pendant 10 ans. Donc là, j'ai eu une hum, situation familiale qui a fait que bon, ma femme a dû repartir à Maurice avec des enfants. Donc je me suis retrouvé tout seul à Tokyo. Donc là, j'ai dit à PBI, bon, j'aimerais me rapprocher de l'île Maurice. Mais donc, ils m'ont dit, bon, tu peux aller à Hong Kong. Et donc, je suis allé à Hong Kong et je suis resté 10 ans à Hong Kong dans un club. Voilà. Et c'est là que j'ai rencontré Nicolas. oui. Et, euh, et puis après Hong Kong, après 10 ans dans une grande ville, j'ai dit, bon, ça serait bien de faire un petit break. Et c'est là que PBI m'a envoyé, ils m'ont dit, est-ce que Bora, ça t'intéresse? Et donc, oui, Tahiti, la Polynésie, allez, je suis partant. Et puis voilà, je suis parti. Donc, en fait, la réponse, c'est, tu peux rester, il y a des profs qui sont restés, qui ont fait toute leur vie dans les mêmes endroits, d'accord? Et il y en a d'autres qui sont partis au bout de 2, 3 ans. Enfin, voilà. Et la prochaine destination pour toi? Prochaine destination, ça sera sûrement la Chine, puisque bon, moi je suis plus proche de la retraite maintenant que voilà, voilà, donc je me prépare doucement pour la retraite, mais j'ai encore quelques années quand même d'activité. Donc ma femme est chinoise. Et donc, enfin de Hong Kong, et on a dit, bon, étant donné qu'il y a quand même beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent en Chine, que ce soit Hum, au niveau tennis, au niveau pickleball, au hum. niveau padel. Donc, voilà, je pense que, parce que l'île est très sympa ici, Nevis est très sympa, mais pareil, au bout de 2, 3 ans, voilà, tu aimerais quand même, voilà, voir ailleurs. Donc, je pense que voilà, ça sera sûrement la Chine. Ouais. Ok. Intéressant, Voilà. intéressant. Bon, en tout cas, merci pour cet échange. Est-ce que toi, tu vois des choses que tu as envie de nous partager, ou en tout cas aux enseignants qui nous écoutent sur cette vie de globetrotter? Je cherchais le terme que j'allais utiliser, mais je pense que je vais mettre globetrotter du tennis pour le nom de l'interview, tu vois. Ouais, nomade, Ouais. globetrotter, voilà, voilà, mais c'est la vie qui me correspondait. Et j'étais super content de pouvoir la remplir comme ça. Hmm. Euh, oui, en fait, bon, si on veut parler, enfin, si on veut passer à un autre sujet, ben, je dirais nos concepts d'enseignement qui sont assez originaux et qui à l'époque, donc, ils ont été développés par Peter Burwash il y a une cinquantaine d'années. Et à l'époque, bon, même si maintenant ils paraissent évidents, à l'époque, ils étaient quand même assez révolutionnaires. Et bon, je suis pas trop au jus maintenant en fait au niveau de ce que fait la fédération Oui. en France. Bon, j'ai entendu parler des Galaxies, enfin des clubs Galaxies, etc., etc. Mais donc, je peux partager quelques-uns de nos concepts voilà, qui font partie de notre approche de l'enseignement, qui peuvent paraître controversés.
Mm. Et donc, je serais content de voir, d'avoir ton point de vue, d'avoir ton point de vue là-dessus, en fait. Après, Euh, ça s'adapte toujours au public que tu as, tu vois. Moi, je ne suis pas jugeant sur les concepts sur les mhm, concepts pédagogiques qu'on peut mettre en place, que ce soit un jeune enseignant ou un ancien enseignant, même si on ouais, a droit à ce que chacun fasse comme il veut. Mais ce qui importe, c'est encore une fois, c'est de tenir compte de ce qu'a besoin la personne qu'on a en face de soi. Si la personne en face de soi, elle a juste envie de taper dans la balle pour se défouler, ben, on s'en fout de savoir mhm, faire le lift, quoi. Tu vois, on s'en fout. ouais, Ce qui importe, mhm, c'est qu'il ou ouais, elle se défoule, point. Alors, quand on est dans mhm, une démarche de performance, là, par contre, il faut mhm, aller chercher des petits détails, des choses, ou en tout cas, quelque chose de différent, certes. Mais à nous, profs, de tenir compte de ce que le client, en l'occurrence pour toi, c'est des clients, bah pour nous aussi au final, mhm. mais Oui, d'élèves. qu'est-ce qu'il a besoin? Qu'est-ce qu'il a besoin? Voilà. Qu'est-ce qu'il a besoin à l'instant Oui. T? Et pas besoin d'aller lui mettre des choses par-dessus. Donc parfois, les choses les plus simples, j'en ai parlé avec la dernière interview qui n'est pas sortie encore, qui sortira ben, celle après celle de Nicolas. Mhm. C'est un préparateur physique, même pas, il est coach et préparateur physique d'un joueur sur le circuit ATP. Et il me disait, les choses les plus simples, répétées, c'est les plus efficaces. Pas même d'aller chercher des trucs Oui. compliqués. Voilà. Et je comprends Mhm. pourquoi tu as des choses, comme là tu vas sûrement me dire, des concepts qui peuvent Mhm. paraître banals, ou banaux, ou non banals, Mhm. mais qui sont efficaces, parce que depuis des années, c'est des choses simples qui marchent. Point. Donc, oui, donc en fait, on va replace-toi un petit peu, je sais pas, quelques années en arrière, le plus en arrière que tu peux, Hmm. et si possible, 50 ans en arrière. Imagine comment on a enseigné, les versions officielles, enfin, comment l'approche était il y a une cinquantaine d'années. Hmm. Et je vais te dire un petit peu comment, nous, notre approche, comment c'était. Donc déjà, c'était une approche de jeu, c'est-à-dire que à l'époque où on enseignait plutôt le geste, Oui. d'accord, on passe des heures et des heures à faire le geste, parfois sans taper la balle, Hmm. parfois sans avoir quelqu'un en face, d'accord. Peter Bawash, en 1975 déjà, il a dit, bon, le tennis, il y a trois choses, tu as besoin de trois choses pour jouer. Tu as besoin d'une balle, tu as besoin d'un terrain, enfin de limite, et Hmm. tu as besoin d'un partenaire. D'accord? Donc, quel que soit ton niveau, d'accord? Bon, si tu as un niveau débutant, ben, tu joues débutant, c'est-à-dire que tu te fais passer la balle. Hmm. Si tu n'arrives pas à passer au-dessus du filet, tu enlèves le filet et tu joues dans la largeur du terrain. Voilà, donc, mais dans tous les cas, tu joues, Hmm. c'est-à-dire que Hmm. tu fais un Hmm. échange. Ouais. D'accord? Donc ça c'était déjà un petit peu révolutionnaire parce que déjà se mettre sur, taper dans la balle, avoir quelqu'un en face, c'était déjà, bon, d'accord. La deuxième chose, c'est que non seulement c'est un échange, mais c'est un échange, ça peut être compétitif, c'est-à-dire que le jeu, c'est Hmm. de se faire passer la balle, mais en fait aussi de faire rater l'adversaire. Hmm. D'accord? Donc ça, c'est un concept aussi qu'on applique à tous les niveaux. Et donc, encore une fois, si tu as des enfants qui ne peuvent pas taper dans la balle et qui ne peuvent pas faire un match en tapant dans la balle, eh bien, tu leur fais faire un match en attrapant la balle dans la main, enfin, avec la main, en l'envoyant avec la main, donc tu ajustes le niveau, mais que ce soit avec la main ou avec la raquette, que ce soit un niveau débutant ou niveau Djokovic, ben, le jeu, en fait, reste le même. Ouais. D'accord? Hmm. Et ça, encore une fois, je crois que ça a été mainstream, enfin, ça a été popularisé, mais c'est arrivé assez tard. Pendant très longtemps, on jouait enfin, on faisait juste que taper dans la balle, c'était l'école du geste, quoi. Hmm. Hmm. Oui, c'est Qu'est-ce que... vrai, c'est vrai, c'est vrai. Hmm. Mais d'ailleurs, tu vois, D'accord? je pense que même dans la culture française, même si ça a tendance à Mhm. évoluer, mais au point de vue des étrangers, le français, l'enseignant français, c'est un super technicien. Donc un mec ou une fille qui Oui, va être capable de voilà. de donner une technique parfaite. Or, Mhm. si on a une technique parfaite, que ce soit à l'arrêt ou même sur une situation non jouée, ben, c'est pas sûr qu'elle soit si Mhm. parfaite que ça. Mais en tout cas, ça reste, tu vois, dans les discussions, quand tu discutes avec moi, quand je discute avec des enseignants étrangers, ils te disent, ah oui, mais vous, en Mhm. France, vous êtes trop fort pour donner de la technique vraiment idéale, quoi, tu vois. Et alors qu'en fait, il n'y a pas que ça, quoi. Il n'y a pas que ça. S'il y avait que ça, tant mieux. Tu vois, si on était juste noté comme en gymnastique sur la forme gestuelle, alors là, peut-être que là, on serait numéro mondiaux. Ça, Mhm. c'est possible. Ouais.
Tu vois? Mais Mhm. c'est intéressant, c'est intéressant. Et justement, comme tu dis là, moi, je me vois faire des exercices avec des enfants dans les carrés où ils ont justement la Mhm. balle rouge. D'ailleurs, ça peut être la question Mhm. aussi sur d'un point de vue pédagogique, les outils que tu as toi, mais dans la Mhm. balle, dans les carrés, balle rouge, et ils se jetaient la balle, en fait, mais il y avait cet objectif tactique de que l'autre ait un deuxième rebond pour gagner le point, tu vois. Donc il y avait déjà une situation tactique à mettre en place pour arriver à mettre l'autre en difficulté. Et là, il n'y avait pas de raquette, tu vois. Mais c'est super pertinent parce que du Exactement. coup, là, il arrive à comprendre et à faire des choses qu'il arrivera peut-être pas à faire de suite avec la raquette, ce qui est Mhm. normal. Mais du coup, Mhm. ça me fait faire le lien avec ce que j'avais comme question. Toi, d'un point de vue pédagogique, tu as des petites raquettes, des grandes raquettes, des balles, différentes tailles, formes, ou pas du tout? Oui, oui, oui. Ouais, Mais ouais. ça, en fait, bon, c'est pas le plus, comment dire, c'est pas le plus révolutionnaire. C'est pas le plus intéressant en fait dans l'apprentissage. Bon, Hmm. c'est vrai que ça aide, c'est vrai d'utiliser les balles qui correspondent à la taille de l'élève, d'accord? C'est bon, bien sûr aussi d'utiliser le matériel, mais ce qui est intéressant une fois que tu as ça, c'est en fait l'approche technique, l'apprentissage, enfin, ce que tu vas enseigner au niveau technique. Hmm. Étant donné que bon, les Français sont très bons dans la technique, tu vas voir que je vais essayer je vais provoquer certains ou comme ça qui vont sûrement faire sauter certaines personnes. Enfin, peut-être pas, peut-être que maintenant c'est rentré dans les mœurs des enseignants, mais au niveau technique, on a quand même des choses qui sont assez intéressantes. Hmm. Mais pour revenir à cet aspect de jeu, en fait, tu peux faire le test avec tes élèves, ou enfin, ou avec, les enseignants peuvent faire ce test avec leurs élèves, surtout les enfants, mais même aussi bon, à tous les niveaux. Tu leur demandes, OK, de quoi tu as besoin pour jouer au tennis? Enfin, quels sont Hmm. si tu avais enfin, quelles sont les trois ou quatre choses qui sont les plus importantes? Et tu verras que la plupart du temps, ils te disent la raquette, les balles, bon, le filet. Et la chose qu'ils oublient le plus, c'est la personne en face. C'est vrai, ils sont peut-être un peu Très trop souvent, centrés sur eux et du coup, mais c'est super pertinent comme question, ça. Oui. mais non seulement ils sont centrés sur eux, mais aussi beaucoup d'entraînements se font sans personne en face. C'est-à-dire que tu as t'as le prof avec un grand panier de balles, tu as les élèves en ligne comme ça, tu leur lances des balles, ils tapent dans la balle, d'accord? Et bon, tu peux faire des centaines d'exercices là-dessus, d'accord? Et en fin de compte, le joueur, et tu peux même faire des situations ouvertes, c'est-à-dire, bon, enfin, tu peux faire des lancers de balles au Oui, hasard, oui. d'accord? Tu peux changer tes lancers de balles, etc., pour que ça soit plus proche de la réalité. Mais tant que c'est pas un échange, c'est pas une situation réalistique. Et donc, enfin, moi, ça m'avait intéressé quand j'avais justement posé la question. J'ai dit, et beaucoup de fois, les élèves, ouais, ils trouvaient le terrain, la balle, etc. Et ils trouvaient pas l'adversaire, le partenaire ou l'adversaire. C'est très intéressant parce que Donc, si on continue sur la question de la tactique de tout à l'heure, mhm, le fait de ne pas prendre en considération qu'il y a un adversaire. Ça sous-entend beaucoup de choses. Ça sous-entend, mhm, je suis centré sur moi et sur le résultat que j'arrive à produire, mais je ne tiens pas compte du résultat que je produis sur la personne que j'ai en face de moi, à savoir mon adversaire. Et du coup, si mhm, j'étais plutôt centré vers l'adversaire et savoir comment je peux l'emmerder, comment je peux le mettre en difficulté, peut-être que j'ai pas besoin d'autant me centrer sur moi et stresser si mon geste mhm. il est pas nickel, tu vois. Ouais. Mhm. Hein, très très Et pertinent. donc, justement, il y a justement, en ayant un adversaire aussi en face de toi, il y a une chose qui se passe, c'est que, bon, non seulement tu essayes donc d'embêter ton adversaire, mais tu prends rapidement conscience aussi que ton adversaire va t'embêter. Mhm. Ouais. D'accord? C'est-à-dire que, d'accord, donc c'est pas le fait, tu peux avoir une super technique, enfin, ce qu'on appelle en général la technique, c'est Mhm. pas le fait d'avoir une belle technique quand la balle arrive à côté de toi, enfin, quand elle est lancée ou quand elle est donc distribuée avec le panier. Et donc, c'est de s'adapter à cette balle qui arrive déjà, qui est imprévisible et qui rebondit dans tous les sens, d'accord? Et donc, c'est pour ça qu'au niveau technique, et je voulais donc en venir dans ce premier concept technique, c'est que pour nous, la première chose qu'on apprend, en fait, c'est au lieu d'apprendre le geste, la première chose que tu apprends, c'est, oh, j'ai la raquette là,
c'est à faire rebondir la balle dans la raquette. Ouais. D'accord? C'est-à-dire que quand tu mets la raquette par terre et que tu lances une balle, la raquette ne bouge pas, mais la raquette, elle rebondit quand même. Hmm. D'accord? Donc en fait, quand tu prends la raquette dans la main, tu n'as pas besoin de faire le geste classique, Hmm. l'accompagnement avec la boucle, enfin comme ça, pardon, la préparation, la prise d'élan, Hmm. la zone de frappe et puis l'accompagnement, tout Hmm. ça. En fait, ça, nous au niveau tactique, au niveau technique, en fait, la technique doit suivre la tactique, c'est-à-dire que au départ, tu essaies de mettre la balle dans le terrain, Hmm. d'accord? La balle qui t'arrive dans n'importe quel sens, Hmm. d'accord? Donc, tu vas me dire, Anthony, quel est, si tu dois choisir deux ou trois choses les plus importantes pour pouvoir envoyer la balle dans le terrain, est-ce que tu vas choisir la préparation et l'accompagnement? Généralement, non, tu vas dire, hey, déjà, si tu arrives à mettre la raquette sur la balle et la faire rebondir comme ça, il faut pas grand-chose pour la faire passer de l'autre côté. Ouais. Donc déjà, nous, un concept qui était appliqué par nos enseignants il y a 50 ans, c'est euh, apprends à utiliser le rebond naturel de la raquette avant de faire une frappe, enfin un geste comme ça avec la plupart du temps, tu vas rater même la frappe. D'accord? Et pourtant, euh, et, Je trouve ça, ouais, hein, et pourtant, c'est très, c'est ce qui se passe. c'est très vrai. Com- 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 Combien il y a d'enseignants qui font encore maintenant, qui t'envoient la balle à la main et qui te demandent de faire une super belle préparation, qui te demandent de faire un super beau accompagnement. D'accord? La plupart du temps, tu rates la balle, surtout si tu débutant. Et même si tu attrapes bien la balle, tu dois encore la mettre dans le terrain, au-dessus du filet et à l'intérieur des lignes. Donc imagine quand tu dois faire ça avec une balle qui rebondit dans tous les sens. Donc nous, notre premier concept, c'est, OK, le minimum que tu dois faire pour envoyer la balle, c'est, bon, bien sûr, atteindre la balle. Et si tu arrives à attraper la balle, si tu as suffisamment de coordination pour attraper la balle avec ta main, ben, tu as suffisamment de coordination ou suffisamment de technique pour faire rebondir la balle dans la raquette et pour la renvoyer dans n'importe quelle position. Hmm. Et là aussi, au niveau de la position, c'est quelque chose nous, surtout au départ, en fait, on te laisse libre, enfin, personne ne sera dans une bonne position au départ. Hmm. D'accord? Et donc, au lieu de te frustrer, enfin, au lieu d'essayer d'être toujours dans la position parfaite, nous, on dit à nos élèves, écoute, tant que tu as la raquette en position, enfin, tant que tu as la raquette sur la balle, que ce soit en haut, en bas, au milieu, entre les jambes ou peu Hmm. importe, tu peux renvoyer la balle. Ouais. D'accord? Donc, petit à petit, tu vas pas pouvoir faire un coup bien appuyé, mais ça vient plus tard. Donc, au niveau tactique, tu essaies d'appuyer la balle quand tu es en bonne position. Et quand tu n'es pas en bonne position, eh ben tu fais ce que tu peux avec la balle, c'est-à-dire tu la bloques. D'accord? Hmm. Hmm. Mais c'est quand même un concept technique qu'on enseigne et qu'on encourage les élèves à inclure enfin, oui, à intégrer dans leur jeu, parce que la plupart du temps, voilà, c'est comme ça, sans avoir Ouais. aucune idée Ouais. comment ils vont taper la balle et où est-ce qu'elle va aller. Mais c'est, Donc, est-ce que... ça me parle parce que ça me parle parce que tu vois, ça me fait ça me remet en situation l'importance que ça a de décomposer de Mhm. décomposer la tâche en quelque chose de simple pour aller vers le plus complexe. Et le simple, c'est juste taper la balle. Et il y en a, comme tu dis, juste faire rebondir, déjà ça, c'est complexe pour certains. C'est compliqué, tu vois. Et quand tu commences à sentir ça, que tu comprends ce que tu dois faire, alors tu crées des situations qui permettront de pouvoir mettre ça en application, mais pas besoin de se mettre directement dans une situation sur le grand terrain, tout ça très compliqué. Je sais plus avec qui j'en ai parlé Mhm. aussi sur une interview. On a parlé du fait, mais c'était peut-être avec Nicolas, ou je sais plus. Bon. Mais en tout cas, on a parlé du fait du travailler le service. Et le service, ah non, Mhm. c'était une préparation d'interview qui arrivera bientôt sur la biomécanique. Et on va parler sur cette interview-là, on va parler de la biomécanique, du service, donc quelque chose de très très poussé, des choses où c'est qu'on a besoin de savoir ça en tant qu'enseignant. Mais on me parlait d'exercices fondamentaux qui sont, on se met au bord du filet,
mais vraiment, au bord du filet. Mhm. Et je fais juste que lancer la balle et taper. C'est tout. On ne parle pas d'aller se mettre Mais, au fond, lancer, faire tout le geste, faire le service entier. Non, on fait juste que mais ça. pourquoi pas, pourquoi pas, Anthony? Pourquoi pas prendre justement ce geste comme ça ici, Hmm. ce petit geste? Parce qu'en fait, c'est le minimum que tu dois faire, même si tu es en fond de cours. Ben oui. Si tu es en fond de cours, que tu n'as pas, que tu n'as pas encore la technique pour dire, enfin, que tu n'as pas la technique qui te permet de dire, OK, je vais faire un service lifté ou Hmm. je vais faire un service à 200 km à l'heure, d'accord? Le débutant, il arrive. Donc, déjà, nous, ce qu'on fait, c'est, bon, par rapport à, par rapport à des concepts qui sont plus, qui sont, enfin, oui, qui sont différents, en fait. Le lancer de balle pour nous, c'est que tu lances la balle, si tu arrives à la rattraper, t'as déjà, si tu arrives à la rattraper avec la main, mais tu arrives à la taper avec la balle. Oui. Pardon, avec la raquette. Oui. Et Oui. si tu arrives à la taper avec la raquette, tu arrives à la mettre dans le terrain. Hmm. D'accord? Donc ça, c'est déjà une première chose au niveau du joueur, du niveau du joueur, au niveau technique du joueur. Mais la deuxième chose, Anthony, c'est que si par exemple tu joues un jour avec un grand vent, Hmm. s'il fait beaucoup de vent, est-ce que tu vas essayer d'avoir le service, enfin le lancer parfait, la technique parfaite? Non, tu vas faire le minimum. Et qu'est-ce que c'est le minimum? C'est pas la rotation de je sais pas quoi, c'est pas la flexion de je sais pas quoi, c'est pas la biomécanique. Enfin si, biomécanique simplement hop, du poignet Hmm. qui va te permettre de taper, de faire un petit coup de poignet dans la balle. Oui. Tu vas D'accord? t'adapter. Donc tu commences. Hmm. Et en fait, tu commences avec ça. Tu commences avec ça. Et nous, avec ça, quand on commence pour les joueurs débutants, on leur dit, écoute, quel est le minimum de mouvement, de quoi tu as besoin pour envoyer la balle de l'autre côté? Et tu as besoin juste de ça. Voilà, ça et ça. Ensuite, bon, si tu veux l'envoyer de l'autre côté avec un petit peu plus, en appuyant un petit peu plus ou en jouant un peu plus de profondeur, ok, donc là, tu allonges, tu dois allonger un petit peu plus la frappe. Donc, tu fais un petit peu plus de prise d'élan, plus de préparation. Si tu fais plus de préparation, tu peux pas arrêter ton mouvement, donc tu le Hmm. laisses partir, donc ça te donne un autre accompagnement. Hmm. Et donc, ça se met en place, non seulement ça se met en place naturellement, mais ça se met en place aussi par rapport à ton objectif tactique. Hmm. Encore Oui. une fois, si t'as juste besoin, si au niveau tactique, tu veux juste mettre la balle dans le terrain, hop, ben, au niveau technique, tu as juste besoin de faire ce petit coup. Et ça, tu peux le faire oui, tu peux adapter le terrain, mais tu peux le faire aussi justement dans le grand terrain. Nous, en 1 heure, je peux faire jouer un joueur débutant en lui expliquant, écoute, la seule chose que tu as à faire, c'est faire rebondir la balle, comme ça tu donnes un petit coup de main Oui. et voilà. Bon, ensuite, faut avoir une certaine sensation pour contrôler où va la balle. Mais donc, c'est un concept qui est assez controversé encore parce qu'en fait, ce qu'on pense au niveau fondamental, la plupart des enseignants, ils pensent, bon, le fondamental, c'est la technique, c'est-à-dire une bonne Hmm. prise d'élan, un bon plan de frappe et un bon accompagnement. Hmm. Alors qu'au niveau, euh, il y a peut-être plus facile pour jouer, quoi. Ouais, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits et je l'ai reçu en interview par Olivier Le Thor et qui lui parle des secrets. Il a des termes un peu spéciaux, mais c'est des secrets pour lui selon les points de passage clés. Et il y en a un, c'est le plan Mhm. de frappe. En fait, c'est peu importe, moi ce que j'en comprends, c'est peu importe le chemin que tu prends, tu dois avoir un plan de frappe Mhm. correct. Ça, c'est vrai. Parce que Alors, si tu frappes c'est quoi un plan de frappe correct? un plan D'abord, de frappe qui... dis. Bon, ouais, c'est ça qui est intéressant. Tu vois, c'est très bien parce on a des discussions vraiment pédagogiques là. Ce qui est intéressant pour moi, Mhm. que pour un plan de frappe correct, c'est que la personne puisse frapper la balle devant soi, ce qui Mhm. sous-entend pour moi du contrôle. Mhm. Parce que s'il n'y a pas contrôle, Alors, hmm, ouais. tu- Alors, est-ce que, donc tu me parles du plan de frappe en avant, hmm. ok, pour contrôler la balle, c'est-à-dire, bon, je suppose que tu seras content si tu contrôles la balle, c'est-à-dire si tu la remets à l'intérieur du terrain, Ah d'accord? oui, Si tu oui. la remets, si tu as pu la contrôler suffisamment, en tous les cas, déjà pour la remettre dans le terrain. Maintenant, au niveau du contrôle, si ton objectif, si la tâche, c'est de mettre la balle au-dessus, enfin, de l'envoyer au-dessus du filet, et de la mettre dans le terrain, d'accord? Est-ce que tu peux faire ça Hmm. en, Oui, oui, d'accord? oui, tu peux. Le plan- Même D'accord? surtout, plus tu vas être aguerri techniquement, et en tout cas,
plus en conscience de ton corps, Mhm. moi, je peux te mettre la balle dans le cours sans regarder sans regarder la raquette. Non, d'accord. Non, mais donc ce que je veux dire, c'est que Non, mais oui. si, Hmm. si tu demandes à quelqu'un de mettre la balle dans le terrain, Oui. le point de frappe devant, c'est pas ça, ça va être sur la liste, d'accord? Mais ça va pas être la chose la plus importante. La Ouais. chose la plus importante, c'est déjà bon d'avoir déjà d'avoir la raquette orientée vers dans la direction de la cible. Donc si même si moi ce que je fais avec les élèves en débutant, c'est que parfois je leur envoie la balle au-dessus de la tête, je les fais courir en arrière et je leur dis OK, renvoie la balle comme ça, Hmm. d'accord? Et donc du moment où tu as la raquette qui est pointée vers au-dessus du filet et qui est pointée vers l'avant, d'accord? Tu vas renvoyer la balle. Hmm. D'accord? Donc, il y a deux choses qui sont importantes pour pouvoir renvoyer la balle. En tous les cas, juste la première chose, donc, c'est de pouvoir faire rebondir la balle, d'accord, dans Hmm. la raquette. Et la deuxième chose, c'est de contrôler dans quelle direction la balle va aller. Mais le plan de frappe en lui-même, ça vient en troisième, quatrième, cinquième, d'accord? En fait, le plan de frappe vers l'avant, il te sera nécessaire que si tu veux appuyer la balle. C'est dur de faire du top spin, surtout en revers, revers à une main. Si tu n'as pas un plan de frappe vers l'avant, c'est dur d'appuyer la balle, c'est dur de la contrôler avec du top spin, c'est dur de la faire partir à gauche ou à droite. Et donc, si tu veux, c'est un petit peu comme ça que les concepts, que Peter Bauwach a développé ces concepts. Il a dit, OK, qu'est-ce que je veux faire avec la balle? Je veux l'envoyer au-dessus du filet ou je veux l'envoyer de l'autre côté du filet? Quels sont les deux ou trois points les plus importants, fondamentaux, c'est-à-dire les points dont je ne peux pas me passer pour mettre la balle dans le terrain. D'accord? Une fois que je fais ça, OK, deuxième tâche, OK, je vais essayer d'envoyer la balle un petit peu plus loin, c'est-à-dire dans le terrain de fond de cours. Quels sont les points fondamentaux dont je ne peux pas me passer pour envoyer la balle de l'autre côté? Et en fait, donc, quand tu arrives à ça, tu arrives quand même à raccourcir, quand même à simplifier Hmm. déjà ton enseignement et à le rendre beaucoup plus efficace. Et non seulement ça, mais en plus, ce que tu enseignes, c'est des fondamentaux, c'est-à-dire que ça ne dépend pas du style du joueur, qui chacun est libre de faire, de jouer dans son style, mais du moment où tu as la raquette qui pointe au-dessus du filet, à l'intérieur du terrain, ben, la balle va aller là. Hmm. Donc, et c'est ce qui m'a passionné un petit peu dans, euh, dans ce que j'ai pu étudier avec PBI et puis les enseignants qui ont travaillé avec Peter Burwash depuis le début. Et c'est ce qui m'a passionné dans cette compagnie, c'est de pouvoir justement approfondir, de pouvoir poser des questions déjà à l'auteur de ces concepts et aussi aux profs qui les ont enseignés pendant plusieurs années. Et quand je vois maintenant, bon, quand je me retourne, je dis, oh, ça fait 35 ans, 30, oui, 35 ans que je les enseigne. Je dis, wow, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, beaucoup de compréhension. Et en fait, pour moi, au lieu d'écrire un livre sur mon expérience pédagogique, en fait, sur une page, voilà, Oui. j'arriverai à résumer ce dont j'ai besoin sur une page, en fait, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce que moi j'ai partagé, c'est quelque chose finalement qui était lié à mon cursus de formation française. Parce que plan de frappe OK. devant, comme tu l'as dit, justement, c'est pour amener de la puissance, des effets, etc. Ce qui sous-entend du Mhm. coup toute cette capacité que le joueur doit avoir dans sa possession pour être performant. Or là, on ne parlait pas de performance. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que du coup, on revient à des choses de base à faire Mhm. essentiellement au début. Tout le monde doit savoir le faire, ce que tu dis avant de pouvoir aller un peu plus loin, comme tu disais, avec les étapes suivantes vers la performance. Mais la base du jeu, c'est de pouvoir envoyer la balle à l'adversaire en face, et donc des choses plus simples, donc, que tu as C'est énoncé c'est- cet exemple-là. c'est quand même une performance. C'est une performance quand même Oui, de oui, pouvoir. oui, D'accord? Donc, c'est pas de la haute performance, oui, mais bon, tu commences, le minimum, c'est de mettre la balle dans le terrain. oui, bien sûr, bien sûr. Donc, À tout euh, niveau, c'est une performance, parce que tu pars de zéro, c'est- rien que de passer, si on prend l'exemple le plus basique de tous, tu passes à côté de la balle, rien que toucher la balle, c'est une performance. Et petit à exactement, petit, exactement. on affine jusqu'au coup droit le plus dévastateur, celui de vous mettrez le joueur derrière la fin de la phrase, ce que vous voulez. Mais
C'est exactement ça. On Mhm. part, c'est tout, pour Exact- chacun, ça dépend à qui on compare, c'est de la performance. Ouais, ouais. Exactement. Non, mais t'as Et raison. donc, c'est pour ça que la technique, la technique doit en fait suivre ou elle doit être au service de la performance. C'est-à-dire que si ton objectif, c'est de mettre la balle dans le terrain, ben tu as cette base à avoir. Si ton objectif, c'est de faire du lift, ben, il y a d'autres concepts à mettre en place. D'accord? Si ton objectif, c'est de taper fort, il y a encore des objectifs. Et en fait, pour avoir un jeu complet, donc c'est là qu'il te faut avoir une technique complète. Mais le jeu complet, je dirais, il faut au moins une dizaine d'années. Hum, Si tu hum, si t'as un enfant qui a, et c'est pour ça, bon, je pense que tu voulais m'orienter aussi au niveau de l'équipement, enfin, des balles et des hum, petites raquettes, etc., etc. Euh, quand tu as un jeune qui commence à 5 ans, d'accord, et qui s'intéresse au tennis, d'accord, il va continuer. Le but, c'est pas d'en faire un pro à 5 ou 6 ans. Le but, hum, c'est pas qu'il ait une technique super, qui copie Djokovic ou Sinner ou autre, qui copie cette technique à 5 6 ans. hum, hum, D'accord? Parce que à ce moment-là, il va sauter beaucoup d'étapes qui sont nécessaires quand même dans son développement. D'accord? Donc, si tu prends chaque année, bon, par exemple, la première année, tu dis, OK, je travaille la régularité. La deuxième année, je travaille la direction. La troisième année, je travaille la profondeur. La quatrième année, je travaille les effets. La cinquième année, je travaille la puissance. hum, D'accord? Donc, ça te fait déjà 5 ans. Et bon, pour pouvoir vraiment acquérir et pouvoir stabiliser cette technique, il faut quand même du temps. Ouais, Donc, je suis d'accord avec toi. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Il faut pas, je suis pas d'avis du fait de formater les enfants vers des choses, même si à l'instant T, c'est numéro 1, numéro 2, numéro 4, top 10 mondial, il faut pas les formater. Et déjà, et même, là, c'est le préparateur physique qui parle. Je parlerai plus de préparer aussi l'athlète avant le joueur de tennis. Donc un enfant, il faut qu'il fasse de tout, tu vois. Il faut qu'il fasse de tous les mhm. sports. Et après, il se Ouais. spécialisera. Tu vois? Ou en tout cas, lui faire toucher un peu à tout, quoi. Et mais d'ailleurs, en plus, sur l'interview que j'avais fait avec Marc Barbier, avec Hugo Gaston, à l'époque, quand ils étaient ensemble, Mhm. enfin, Marc me disait que Hugo, quand ils étaient petits, il y a fait faire de tous les sports, ou en tout cas régulièrement beaucoup de sports différents, de façon à créer Mhm. l'athlète avant d'être joueur de tennis. Mais c'est très, à mon sens, fondamental. Et on me le voit avec les meilleurs pros de n'importe quel sport, tu les prends, tu les mets dans un autre sport, le mec ou la fille, ils vont être trop forts. Peut-être pas les meilleurs du monde, mais Mhm. ils vont être trop forts parce que c'est à la base, c'est des athlètes. Mhm. Ça me... Ouais, tout à fait. Mm, Mhm. mm, mm, Tu as les capacités, enfin, ou oui, les aptitudes physiques qui doivent se développer en même temps que le joueur. Bon, encore une fois, bon, t'as pas besoin d'être un super athlète au départ. mm, D'accord, tu as plus besoin de coordination, tu as besoin d'un petit peu d'agilité. Et petit à petit, bon, quand les points deviennent plus longs, plus rapides, bon, tu as besoin de plus de rapidité, tu as besoin de plus d'endurance. mm, Quand tu as besoin de force, il te faut aussi la force physique. Donc, pareil, tu as des stages. Et donc, de la même façon que tu développes ton athlète au niveau physique, à travers les années, à travers voilà, son développement physique, tu développes aussi sa technique et sa tactique. tout à fait Ouais. d'accord avec toi, Eric. Tout à fait. Et j'ai une question qu'il fallait que je prenne avant de conclure. C'était s'il y a des enseignants qui veulent rejoindre le côté globetrotter, qu'est-ce qu'ils peuvent OK, faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Parce qu'il y d'accord. en a peut-être, Écoute, il y a peut-être des jeunes enseignants qui nous écoutent là, qui sont, ou même des enseignants qui sont en club et qui ont envie de bouger, hein. Alors, j'arrête pas oui. là, j'arrête pas d'interviewer des gens qui sont partis de France. Donc je me dis que ça va donner des idées, tu vois. Écoute, c'est une question tout à fait légitime. Et donc, OK, il y a quelques années, je m'occupais moi-même de répondre à toutes les demandes. Hmm. Et j'ai eu, je t'assure, parce qu'à l'époque, j'avais passé une annonce à la Bourse de l'Emploi Mhm. à travers la Fédération française. Et je crois que j'ai eu, il y a combien de BE ou de DE en France? Je sais pas, 7 000 ou un truc comme ça? Ouais, je dirais un peu Je moins. sais pas Ouais, exactement. je Peut-être dirais un 5 peu moins. 000? Je dirais entre 5 et 6 000. OK, 5 6 000.
je pense que j'en ai eu au moins 10 à 20% Ah ouais? qui m'ont appelé. Oui, oui, oui. Donc, j'ai passé mon temps, et à l'époque, je prenais ça vraiment à cœur, Ouais. c'est-à-dire je voulais vraiment donner les renseignements, etc., etc. Et, euh, euh, et en fait, donc, enfin, pour répondre à ta question, si des gens sont intéressés pour rejoindre PBI, parce que, bon, moi, je suis un employé de PBI, Hmm. ils trouveront Ils trouveront. à travers Ils trouveront. Ils trouveront. Et PBI, Peterborough Washington International, OK? Ils trouveront, bon, déjà, ils écoutent ta vidéo. Non, mais Peterborough Washington je mettrai les International, liens. Je mettrai un lien vers un espace de contact ou en tout cas voilà. de. Voilà. Je vais Tu pas, mets un lien. je vais pas leur dire de t'appeler. J'ai compris que tu avais assez donné là. Non, mais je t'assure, et ça me ferait vraiment plaisir de Hmm. faire ça. J'ai développé de superbes amitiés Hmm. à travers ces interactions. Hmm. Mais il y a eu beaucoup de monde aussi. C'est un petit peu comme quand tu passes une annonce enfin, quand tu fais un post sur Facebook ou autre. Si c'est ouvert à un grand public, tu peux avoir beaucoup de gens de tous les bords. Et je suis désolé, mais voilà, Non, mais c'est pas. je Non, peux pas mais faire ça. t'as raison, t'as raison. Et en plus, mais de toute façon, maintenant, les procédures, je pense, de recrutement sont un peu plus cadrées, ou en tout cas, elles sont vraiment explicites, Tout à entre fait. guillemets. Tout à Donc, au fait. final, je mettrai quand même ce lien-là, parce qu'évidemment, j'écoute et j'entends la communauté que j'ai, et je me dis qu'il y en a certains qui vont avoir envie de bouger, quand même. Je les comprends totalement. Donc, je mettrai. Il y a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres compagnies qui font ça maintenant, hein. PBI n'est pas la seule, hein. Il y a quelques compagnies françaises ou même européennes donc, voilà, ceux qui veulent, ils trouveront. Ok, mais c'est très bien. Non, mais c'est très bien. Et il faut répondre à tout type de trucs. Et c'est aussi cette qualité-là qu'on a, nous, en tant qu'enseignants, c'est que si on a envie de bouger, avec ce diplôme-là, ce métier-là, on peut Mhm. bouger et pouvoir vivre Tout de à fait. cette passion-là à travers le monde. C'est quand même aussi un luxe de certains métiers, que certains métiers ne peuvent pas se dire, quoi. Donc c'est vraiment top, hein. Mm. Ouais, c'est vrai que s'il y a des enseignants qui galèrent un petit peu, bon, après, il faut être Mm. flexible au niveau géographique, hein. Mm. Tout le monde ne peut pas prendre sa valise et partir du jour au lendemain. Mm. Mais c'est vrai que quand on exerce un métier qui peut s'exercer justement partout dans le monde, et tu as eu contact avec Yvon qui est au Canada, Nicolas qui est à Hong Kong, moi Mm. qui suis dans les Caraïbes, et il y a 50, enfin, il y a un autre Français donc, qui a pris ma place, qui est au Four Seasons à Bora Bora. Mm. Et donc il y a beaucoup de place pour les Français. Il faut parler un minimum d'anglais. Oui, Et après le reste, voilà, tu fonces et puis voilà, c'est comme tout, tu apprends sur le tas après. bien sûr, bien sûr. C'est les meilleures expériences. Bon, merci beaucoup, Eric, pour ce moment. Avec plaisir, Anthony, c'est un plaisir. Merci encore de m'avoir invité. Et puis, bonne chance à toi, bonne continuation. Je continuerai à partir de maintenant à regarder tes interviews et à peut-être intervenir hein, aussi. Et voilà. Et merci à toi en tous les cas. N'hésite pas, n'hésite pas. Merci.